Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, l'ogre du barreau au gouvernement. Éric Dupond-Moretti a pris ses fonctions au ministère de la Justice, bête noire des magistrats. Il se pose en garde des sceaux du dialogue et promet de ne faire la guerre à personne. Sa feuille de route est très ambitieuse. La réforme du parquet, rien que ça. Oui, mais laquelle, Dupond-Moretti? À la chancellerie, coup de génie, coup de poker ou coup de folie? On en parle ce soir dans notre grand débat. On parlera aussi de la 5G et de cette fronde qui monte chez les écologistes et les associations de citoyens. La nouvelle génération de téléphonie suscite une véritable levée de boucliers, inutile, polluante, mauvaise pour la santé. On essaiera de démêler le vrai du faux et de mieux comprendre aussi les enjeux géostratégiques qui se cachent derrière cette nouvelle technologie chinoise. Enfin, plus âgé, plus féminin, plus à droite, la nouvelle équipe gouvernementale pilotée par Jean Castex inspire-t-elle vos députés? Réponse tout à l'heure avec Thomas Després dans Ma journée à l'Assemblée. Voilà donc pour le programme. C'est parti, #CVR. N'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Regardez cette petite pépite dénichée dans les archives d'LCI par un de nos confrères de TF1. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel, mais alors... Voilà, ce serait un bordel. Mais alors, archives qui datent d'avril 2018. Est-ce que ce sera le bordel? On va se poser la question ce soir. Manifestement, Éric Dupond-Moretti a changé d'avis. Premier déplacement, vous allez le voir ce soir à la prison de Fresnes, aux côtés des personnels pénitentiaires, dans les habits de garde des Sceaux, l'avocat aux acquittements spectaculaires et au franc-parler, Tony Truant, vous le voyez sur ces images, a frappé fort dès son premier discours d'arrivée, place Vendôme. On en parle avec vous ce soir, Didier Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat, j'ai envie de le dire avant député, parce que c'est aux magistrats que je vais m'adresser ce soir. Mais vous êtes aussi député La République En Marche de Côte d'Or, tout comme vous, Georges Fenech, ancien juge d'instruction, longtemps député Les Républicains ici même à l'Assemblée nationale et aujourd'hui à la tête d'une société de conseil destinée à former les élus à la lutte contre la radicalisation. Enfin, bienvenue à vous, Valérie de Senneville. Vous êtes journaliste, judiciaire aux Échos. Vous avez portraituré de nombreuses fois Éric Dupond-Moretti et on essaiera de comprendre un petit peu avec vous comment cette personnalité si tonitruante peut bousculer jusqu'où la chancellerie. Je vous donne la parole dans un instant, mais celui qui va nous planter les décors, c'est évidemment Stéphane Blakowski, comme tous les soirs. Si j'ai bien compris, l'ombre d'un ancien président a plané jusqu'au dernier moment. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Paris, je reprends le micro. C'est parce que je voyais pas le... Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, le président Macron serait devenu un pantin dont les ficelles sont tirées dans l'ombre par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? Vous n'êtes pas au courant? Non, c'est parce que c'est marqué dans tous les journaux ce matin. Alors là, franchement, il ne faut pas lire la presse. On ouvre Mediapart, alors bien sûr, ils sont de parti pris sur Sarkozy, mais vous voyez, ils sont très clairs. Sarkozy est carrément devenu président, puisque c'est lui qui aurait composé le gouvernement. Enfin, l'Obs, qui est un magazine de gauche plus modéré, gauche bourgeoise, a la même thèse que Mediapart, vous allez voir. Eux, ils pensent que Sarkozy a mangé le cerveau de Macron et que donc il est devenu son nouveau gourou. Et même sur RTL, qui n'est pas ni d'extrême gauche, ni même spécialement de gauche, on partage cette même thèse. Oui, Sarkozy a mis la main sur le gouvernement, c'est donc lui qui tire les ficelles dans l'ombre. Bon, il faut quand même rappeler les choses. Jean Castex à Matignon, Darmanin à l'intérieur, Bachelot à la culture, Dupond-Moretti garde des Sceaux. C'est vrai que c'est un gouvernement qui devrait plaire à l'ancien président. Je suis à peu près sûr, j'ai pas pu le vérifier, mais que Sarkozy s'est réveillé de très très bonne humeur ce matin, parce que ça, franchement, il devait être content. Son nom dans tous les journaux, ça, il adore. Son téléphone qui ne devait pas arrêter de sonner, même pas le temps de répondre. C'est qui le Premier ministre? J'ai pas le temps. Non, ça, on se doute que pour lui, ça devait être un vrai kiff, parce qu'il le dit, Nicolas Sarkozy. Sa phrase, c'est « La politique coule dans mes veines comme mon sang ». Et donc, il explique que c'est souvent, d'ailleurs, pour cette raison, qu'il n'arrive pas à s'arrêter de faire de la politique, parce qu'il est accro. Et vous savez que c'est quasiment impossible de s'arrêter quand on est accro. Pourtant, il devrait s'arrêter de faire de la politique, Nicolas Sarkozy. Il le sait bien lui-même, que dès qu'il fait de la politique, surtout si c'est pour donner le sentiment de soutenir Macron, ça crée de la confusion et ça pénalise les Républicains. Il le dit lui-même l'an dernier, écoutez-le. Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là.
elle n'est plus là définitivement. Parce que dans la vie politique partisane, si je revenais, ça amènerait de la confusion et il n'y en a vraiment pas besoin. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il n'a pas arrêté véritablement. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est lui qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. Mais enfin, il y a aussi une autre manière de décrire la situation. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que c'est plutôt en fait Macron qui s'est mis Sarkozy dans la poche sur ce coup-là. Ah oui ? Expliquez-nous ça. Alors, moi, j'ai rien inventé. C'est la théorie de Rachida Dati qui dit depuis le début à Nicolas Sarkozy, Nicolas, Macron ne t'aime pas. En fait, il te neutralise. Et c'est vrai que pourtant, les signes d'affection ne manquent pas de la part de Macron à l'égard de Sarkozy. Il l'a invité d'emblée à l'Élysée avec Carla en 2017. En 2018, il lui a demandé son avis sur les Gilets jaunes. Il a même rétabli les heures sup défiscalisées. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Il a donné des missions au nom de la France, en Géorgie, au Japon. Il l'a invité dans les grandes cérémonies qui comptent. Plateau des Glières, il l'a invité aux cérémonies du débarquement en Provence. Vous voyez, il lui a vraiment... Et pourquoi il fait ça ? Pourquoi tant d'égards ? Mais c'est parce que je vous l'ai dit, parce qu'il veut se le mettre dans la poche. Moi, je ne vois que ça comme explication. Il faut dire que se mettre Sarkozy dans la poche, ça s'appelle de la popole, de la politique. C'est-à-dire que c'est quand même un très joli coup. Sarkozy, c'est quand même un poids lourd aujourd'hui encore dans l'opinion. Regardez les sondages. Quand on demande aux Français quel est leur homme politique préféré, Sarkozy est sur le podium, juste derrière Hulot. Et le pire, c'est quand on demande aux gens de droite. Alors là, les gens de droite, Sarkozy fait un carton. Regardez, il est même plus populaire que Barouin et Bertrand, qui sont pourtant censés être les deux favoris pour se présenter à droite en 2002. Donc forcément, se mettre Sarkozy dans la poche, c'est quand même un atout énorme. Ça met le bazar chez les Républicains. Et est-ce qu'il peut compter sur Sarkozy ? Je ne sais pas. Aux Européennes, par exemple, Nicolas Sarkozy a refusé d'appeler pour les Républicains. Il a dit non, je reste neutre. Alors moi, il y a un truc que je comprends bien. C'est pourquoi Macron veut se mettre Sarkozy dans la poche. Ça, c'est pour éclater la droite en 2002, ça me paraît évident. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est pourquoi Sarkozy, lui, revient dans le jeu, quitte à pénaliser la droite et à risquer de faire perdre son camp. Ça, j'arrive pas à comprendre. On va demander à Georges Fenech pour rebondir sur votre papier. Merci Stéphane. S'il y a bien quelqu'un qui le connaît sur ce plateau, Nicolas Sarkozy, c'est vous, Georges Fenech. Qui influence qui ? C'est le grand marionnettiste de ce gouvernement ? Lequel des deux a mis l'autre dans la poche ? Si c'est Macron qui a mis Sarkozy dans sa poche, ou à l'inverse, Sarkozy qui a mis Macron dans sa poche. Là où je vous rejoins, c'est effectivement les deux hommes s'entendent bien. Et moi, je trouve que dans une démocratie apaisée, c'est pas si mauvais que ça, qu'un président puisse consulter ou avoir de bons rapports avec ses prédécesseurs. Il se trouve qu'il y a des affinités entre l'un et l'autre, mais de là à penser qu'il y ait des arrières... Est-ce que vous voyez la patte de Nicolas Sarkozy dans ce gouvernement ? Casser la droite, etc. Mais sur ce gouvernement, comment il ne peut pas y avoir de coïncidence. Est-ce que vous y voyez la patte de Nicolas Sarkozy ? Manifestement. Jean Castex, quand même. Je comprends mieux comme maintenant le choix judicieux qui a été fait, puisque c'est celui de Nicolas, vous l'avez bien dit. Là, parce que quand vous regardez les sondages, il y avait déjà des sondages, il y a 73% des Français qui trouvent que c'est un bon choix, tout ce gouvernement. Même Dupond-Moretti, il y a plus d'opinions favorables que défavorables. 43 pour, 37 non, contre. On va y venir. Non, c'est... si on imagine qu'à la présidentielle, il y aura 3 blocs, un bloc de droite modérée, un bloc d'extrême droite et un bloc de gauche. La gauche va s'éparpiller toute seule, comme d'hab. Le FN va rester stable. Et si à droite, c'est la seule marge de manœuvre, le fait de donner le sentiment aux électeurs de droite qu'on est soutenu par Sarkozy, qu'on a gouverné avec son assentiment, c'est quand même un point fort, je trouve, pour 2022. Mais au-delà de ça, il est vrai que ce gouvernement, la politique qui est menée d'ailleurs, sur un plan plus général, on ne sera peut-être pas d'accord, chers collègues, mais c'est quand même une politique plus de droite que de gauche, sur un plan économique et tout. Donc, il y a là un recrutement de gens qui étaient quand même estampillés républicains, comme Bachelot, comme Roselyne Bachelot, comme Jean Castex, d'ailleurs, le Premier ministre, et ceux qui ont été gardés, Darmanin, Bruno Le Maire, etc. Et qu'il y a effectivement, de mon point de vue, une volonté, sans doute, de dévitaliser la droite à l'approche de 2022. La gauche, n'en parlons pas, elle est très mal en point. Non, mais vous avez raison. Il y a certainement ce calcul. Et Nicolas Sarkozy en est un peu l'instrument. Nicolas Sarkozy, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il en est l'instrument. Ou alors, je pense qu'il reste une autorité de tutelle chez nous, quelqu'un qu'on éventuel consulte. Retour pour un recours. Il n'y aura pas de retour. Il le dit lui-même, mais il continue à inspirer notre famille politique. Puis attendez, il va y avoir une émergence. Qui avait cru en Macron il y a un an avant l'élection présidentielle 2017 ? Laissez le temps au temps et vous verrez que sans doute à droite comme à gauche. D'ailleurs, je pense aussi qu'à gauche, il y aura une personnalité qui va émerger. Alors, je voudrais qu'on avance et qu'on parle d'Éric Dupond-Moretti, parce que, voilà, Georges Fenech s'est exprimé sur Nicolas Sarkozy, mais l'homme qui nous intéresse ce soir, c'est cet avocat Tony Truant. Premier discours, premiers éléments pour peut-être capter le style, et puis surtout ses relations avec les magistrats. On écoute le nouveau garde des Sceaux, c'était ce matin, place Vendôme.
Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. Je veux adresser un message bienveillant à toute la famille judiciaire, magistrats, greffiers, membres des professions réglementées, dont je recevrai tous les représentants. Je serai le garde des Sceaux du dialogue et j'accepterai la contradiction dont j'ai toujours été le fervent défenseur. Didier Paris, est-ce que ce discours peut suffire à rassurer les magistrats après tout ce qu'il a déversé de violence sur la magistrature, hein, je reprends caste endogame, Barbouze, République des juges, j'en ai rencontré des juges toute ma vie, mais des bons juges, pas beaucoup. Comment on peut faire pour réparer ça? Le gouvernement de Castex, c'est un gouvernement d'action. Et donc on jugera le ministre Dupond-Moretti sur son action. Un discours en lui-même est important parce qu'il fixe un cadre. J'étais ce matin à Place Vendôme. J'étais extrêmement attentif à ce qu'il disait. Il fixe un cadre. Il est évident qu'un discours ne suffira pas à restaurer une forme de confiance entre lui et les corps judiciaires qui sont de nature différente. L'Union syndicat de la magistrature, hein, qui est le syndicat majoritaire, par une déclaration de guerre. Assez violente. Vous les comprenez, vous, le magistrat? Ce que je comprends, c'est que les magistrats attendent du ministre une protection, une évolution, un positionnement, une espèce de pondération dont le corps judiciaire a besoin. Les avocats, eux aussi. Les avocats, ils sortent d'une crise. Première crise, la grève massive contre la retraite. Bien ou mal, j'en juge pas, mais grève massive contre la retraite, suivie de la crise Covid. La profession d'avocat, dont vous savez comme moi qu'un tiers à peu près d'entre eux sont vraiment à des niveaux de rémunération extrêmement faibles. Elle a besoin d'être rassurée, elle aussi. Quand vous dites pondération, est-ce que vous avez l'impression qu'il n'incarne pas du tout la pondération? Alors, vous l'avez rencontré tout à l'heure. Regardez, vous avez montré tout à l'heure, c'est assez frappant, un discours 2018, c'est pas très loin, non. 2018. Il disait, moi, jamais ministre, jamais on me le demandera. Sinon, ce serait le bordel tout de suite. Sinon, ce serait le bordel, c'est vous qui le dites. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est ce que tout le monde pronostique. Bon, ça prouve qu'il est en capacité d'évoluer. Moi, je fais confiance en qui? Emmanuel Macron, son choix. Jean Castex, son choix. Non, mais on va rester sur Éric Dupond-Moretti. Son choix, c'est-à-dire que je crois que... C'est pas une bombe à retardement pour vous, Éric Dupond-Moretti. On est dans un rôle particulier. Je ne crois pas une seule seconde qu'il ne fasse pas une mutation rapide. Bon. Il faut le qu'il fera, change, c'est quelqu'un manifestement intelligent. Est-ce que vous croyez qu'il restera ministre de la Justice jusqu'à la fin du quinquennat? Attendez, moi j'ai eu un échange avec lui et quelques-uns de mes collègues parlementaires ce matin. J'ai vu quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, en dehors de la presse, de la lecture de la presse, qui est intelligent, qui a manifestement le sens des réalités. Je pense qu'il aura le sens de la réalité, mais en même temps, il est dans son rôle de vouloir faire avancer un certain nombre de choses. Valérie de Senneville, pour cerner le personnage, d'abord, pourquoi il déteste autant les juges? Il aime le contradictoire. Il l'a dit d'ailleurs, et ça c'est vrai. Il m'a dit, alors on va rester dans le vocabulaire un peu... Non, il fallait répéter mot à mot, au contraire. Je suis désolée, mais un jour je lui ai dit, mais pourquoi vous détestez autant les magistrats? Il m'a dit, je déteste pas les magistrats, je déteste les cons. Voilà. C'était synonyme pour lui? Non, pas forcément. C'est vrai qu'il le dit. Hein. Il a dit je n'ai pas rencontré beaucoup de grands juges, dit-il. Voilà. Alors le problème après, moi je ne fais pas de politique. Pas ce matin, mais c'est une archive précédente. Oui. Au contraire même. Est-ce que c'est une détestation corporatiste, congénitale d'avocat, celui qui a obtenu le plus d'acquittement, au fond, en plaidant devant le juré citoyen, le juré d'assises, contre les juges? Comment on explique ce divorce et puis cette violence surtout? Alors, je pense que moi, je ne fais pas de politique. Hein. Je suis chroniqueur judiciaire. Donc, mon terrain de jeu, c'est le prétoire. Donc, il est évident qu'Éric Dupond-Moretti est un grand avocat. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il sera un grand garde des Sceaux? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage clivant, très clivant. Et dans une société qui est déjà fracturée, on peut se poser la question de savoir quelle est, mais vous le dites vous-même, là on parle que d'Éric Dupond-Moretti dans la constitution de ce gouvernement. D'ailleurs, je pourrais m'en réjouir, c'est la première fois qu'on parle autant de la nomination d'un garde des Sceaux, qui pourtant est rétrogradé de la 4e à la 10e place. Donc c'est un coup, c'est juste un coup politique pour vous, un coup de com'.
J'en sais rien, moi je fais pas de politique, mais j'en ai peur. En fait, juste la justice, c'est pas de la télé-réalité. C'est des gens qui sont jugés tous les jours, c'est des tribunaux qui sont dans un état lamentable, qui manquent de moyens, des prisons qui sont dans un état aussi dramatique. On va parler de cette feuille de route, mais c'est une personnalité, vous le connaissez bien. Alors expliquez-nous, pourquoi il a changé d'avis? Vous avez dû en parler avec lui de cette chancellerie, des juges. Permettez-moi de vous dire à quel point j'ai été choqué et gêné de la réaction du syndicat principal de la magistrature, c'est-à-dire l'USM, qui est d'habitude modéré, et qui, d'entrée de jeu, comme ça, se permet de dire c'est un personnage controversé, c'est une provocation, c'est une déclaration de guerre. Je ne crois pas qu'en employant ces termes-là, un garde des Sceaux qui vient d'être nommé, ça redore l'image de la justice. Et c'est peut-être contre ça, justement, qui se bat, voyez-vous, contre une magistrature. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier, attention, il le dit bien, la réponse que vous avez dit. Il se bat contre ceux qui outrepassent, contre des magistrats qui ne se contentent plus d'appliquer la loi, mais de faire, par exemple, d'avoir des positions politiques. Ou bien de faire de la morale, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit, c'est juste... Moi, je suis mais vraiment enthousiaste. Pour quelle raison? Parce que c'est vraiment quelqu'un épris de justice. On le voit, c'est charnel, c'est le mot qu'il a employé. D'ailleurs, aujourd'hui, vous y étiez, chers collègues. Il connaît les prétoires intimement, charnellement. Et il va mettre un grand coup de pied, je dirais, dans une magistrature que j'aime, à laquelle j'ai appartenu, mais qui est restée un peu sclérosée et un peu repliée sur elle-même par un phénomène de corporatisme où dès qu'on touche quelque chose, c'est tout de suite le branle-bas de combat. Et je sais qu'il va avoir énormément de difficultés pour faire passer ses idées, dont une des principales d'ailleurs, qui va sans doute faire une levée de bouclier, c'est enfin de clarifier ce qu'est le parquet. On va y venir. Et ce qu'est le siège. Parce que ce qu'a toujours défendu en fait Éric et Dupond-Moretti, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le procès pénal. On va y venir. On va y venir. Tout de suite, mais je voudrais quand même vous faire entendre vos collègues de la représentation nationale, ce choix d'Éric Dupond-Moretti, coup de génie ou coup de folie. Écoutez. C'est d'abord un pari médiatique, ça a reçu une personnalité haute en couleur. Moi, j'apprécie un certain nombre de ses positions, mais voilà, vous savez, c'est une chose d'être connu, d'être reconnu aussi dans sa profession, c'est une autre ensuite d'exercer le ministère de la Justice. C'est un avocat, sans doute respectable à titre personnel, mais qui a défendu des causes abominables. Les affairistes, Balkany, Cahuzac, des terroristes, le frère Mera, les voyous, et que donc le maître ministre de la Justice s'est envoyé un signal détestable au pays. Monsieur Dupond-Moretti, sans doute, devrait être, du fait de son expérience personnelle, plus sensible aux droits de la défense que Madame Belloubet, qui n'en savait rien, n'y connaissait rien, et puis nous récitait des cours de première année de droit à chaque fois qu'on lui posait une question ici au Parlement. Sans parler des femmes, où quand même Dupond-Moretti vraiment a eu des paroles horribles et de surcroît était hostile, par exemple, au délit d'outrage sexiste. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les honnêtes gens et pour les femmes. Voilà un homme de conviction, personne ne peut lui enlever ça. Et dans ses convictions, c'est la suppression du parquet financier, c'est la séparation du parquet et du siège, c'est la suppression de l'École nationale de la magistrature. Donc la question qu'il faut poser maintenant, c'est est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu à la place de Vendôme ? Alors, réponse Didier Paris. C'est vrai que c'est assez lunaire la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Il faut rappeler qu'il a laissé tomber sa plainte, il a retiré sa plainte, plainte contre justement le parquet, le PNF, le parquet national financier, dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques liées aux fadettes qui ont été décidées par le PNF d'Éliane Houlette, on en a parlé ici même à l'Assemblée, et qui ont abouti à des géolocalisations de téléphones, à des factures détaillées dont s'est procuré le parquet, et notamment de celle d'Éric Dupond-Moretti et de nombreux autres avocats. Aujourd'hui, c'est lui qui va recevoir l'inspection générale de la justice. Son rapport, ça semble presque ubuesque, totalement impossible cette situation-là. C'est pas une situation facile, hein. Je présume qu'au moment où il a fait son choix et au moment où on le désigne, ces éléments ont été pris en compte. Moi, ce que je remarque, si vous permettez, c'est que la justice,
c'est la justice du quotidien, c'est pas que la justice du parquet national financier. Mais pour répondre à attendez, Jean-Christophe Lagarde, la justice, c'est aussi la justice civique, sociale, commerciale, et ainsi de suite. Et il faudra bien que le ministre ait une vision large. Ensuite, le PNF, on peut accuser le parquet de tous les maux, surtout quand il vous concerne. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, je suis un peu atterré quand même de ce qu'il dit. Mais en réel, il nous faut bien un bras séculier de l'État pour aller poursuivre les infractions graves qui sont de l'ordre du parquet national financier. Donc après, effectivement, il y aura une situation personnelle délicate. Il faudra qu'il se déporte, il faudra qu'il y ait beaucoup d'habilité en la matière. Il y a déjà des soupçons de conflit d'intérêts quand on regarde les dossiers dans lesquels il a travaillé. C'est une question qui se pose. C'est la petite lorgnette, tout ça. Je vais vous dire, il a retiré sa plainte. Le Conseil de l'ordre a suspendu leur plainte. Moi, je serai à la place d'Éric Dupond-Moretti. Je demanderai à l'inspection des services judiciaires d'arrêter cette inspection. Point barre. Il faut arrêter l'inspection générale de la justice sur les fadettes dans l'affaire Nicolas Sarkozy parce que Éric Dupond-Moretti est nommé. Écoutez, ces fadettes, elles sont dans la légalité. Alors après, est-ce que c'était opportun de le faire ? On peut se poser la question, mais il est évident que le parquet national financier avait le pouvoir de faire cela. Il faut arrêter ces inspections. C'est secondaire. Valérie de Senneville, je me tourne vers ma consoeur. Parquet général. C'est secondaire cette affaire ? C'est complètement secondaire pour moi. C'est pas secondaire. Et d'abord, cette affaire, elle était connue des gens qui fréquentent les palais de justice quand même depuis assez longtemps, donc c'est pas nouveau. C'est scandaleux pour la défense. Donc ça m'étonnerait que Éric Dupond-Moretti, dans son interview, d'ailleurs, il l'a très bien dit, apprécie ce genre de comportement. Maintenant, je pense qu'il ne peut pas arrêter cette inspection. Et de toute façon, il s'en servira même certainement pour séparer Alors on y va. Le siège et le parquet. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Parce que c'est étonnant quand on regarde le programme d'Emmanuel Macron, programme de campagne présidentielle, il n'y a pas cette réforme du parquet. Et pourtant, écoutez à nouveau Éric Dupond-Moretti ce matin. J'entends bien sûr, dans le dialogue et la concertation, faire évoluer la magistrature dans le sens d'une plus grande ouverture sur la société et remettre à plat l'ordonnance de 58. Je veux avancer sur un projet qui me tient à cœur, l'indépendance de la justice. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin lors d'un congrès la réforme du parquet tant attendue. Georges Fenech, cette réforme du parquet, précisez-nous un peu les choses, parce que ça fait des années et des années qu'on en parle. Il se trouve que j'en étais co-rapporteur dans le précédent mandat, donc je connais le texte. Ça ne va pas changer grand-chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme qui prévoit une révision constitutionnelle, qui exige une réforme constitutionnelle ? C'est finalement conforter la pratique. C'est-à-dire que pour qu'un procureur soit nommé, il faut, à l'heure actuelle, on peut passer outre à l'avis négatif du Conseil supérieur de magistrature. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que c'est la chancellerie, c'est le ministre de la Justice qui a la décision finale sur les nominations. Dans le projet de la réforme constitutionnelle, il est prévu que l'exécutif toujours propose les nominations, mais ne peut pas nommer sans l'avis favorable. Donc c'est comme pour les magistrats du siège. On aligne finalement... Moi, je pense que c'est une réformette. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est dans la pratique déjà depuis 10 ans et qu'il n'y a plus un seul garde des Sceaux. La vraie réforme, et celle d'ailleurs que réclament les juges. Alors justement, c'est la séparation, c'est ça, entre le siège et le parquet. Ce serait de faire que c'est le CSM qui propose les noms des procureurs, comme pour les magistrats du siège. Et là, vous déconnectez et vous enlevez la suspicion sur le parquet, parce qu'évidemment, si vous êtes nommé par quelqu'un, vous sentez quelque part un peu... Alors, là-dessus, sur les nominations des juges je me fais pas trop d'illusions, ça va pas se faire. La nomination des procureurs. Ce qui est clair, c'est qu'on a besoin d'une réforme. Il n'y a aucun doute. Je suis rapporteur de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, au cours de laquelle Mme Boulette a fait un certain nombre de déclarations qui ont déclenché d'autres. On a fait une émission ici même. Elle a dénoncé des pressions dans l'affaire Fillon. Un absolu consensus sur le fait qu'il faut faire que le parquet à la française, notre mode de parquet, devienne un parquet indépendant via le CSM. Je suis d'accord avec mon collègue, ça ne change pas foncièrement les choses, mais ça donne l'aspect symbolique dont nous avons besoin. Mais vous savez comme moi qu'on s'est heurté à un problème de réforme constitutionnelle plus large, parce que c'est le CSM, c'est la réforme du parquet, c'est la suppression de la Cour de justice de la République.
En fait, ces éléments-là peuvent faire consensus. Il faut que nous soyons en capacité de les reprendre. Et j'ai cru comprendre que le ministre souhaitait le faire. Alors, on va faire un peu important. de pédagogie parce que d'après ce qu'on a compris de ce qu'a pu dire le nouveau ministre... Je ne suis pas certain qu'il n'ait pas aussi dans la tête la séparation des corps. Eh bien, on y va. Écoutez, je vous propose de l'écouter et je vous redonne la parole tout de suite après. C'était chez nos confrères d'LCI. David Pujadas lui demandait, c'était il y a quelques jours, et si vous étiez ministre de la Justice, que feriez-vous ? D'abord, il faut qu'on sépare le siège du parquet. Vous avez les procureurs d'un côté qui poursuivent, et vous avez les juges qui sont censés juger. Et dans une justice mieux pensée, il faudrait qu'il y ait le juge chargé de juger, le procureur, l'avocat, une équidistance entre tout cela dans une triangulation très claire. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont cousins germains. Ils ont fait la même école. On passe d'ailleurs de l'un à l'autre. On peut être procureur, juge du siège, procureur. On saute de branche en branche. Tout ça ne gêne personne. Donc d'abord, moi, je fais le ménage là-dedans, de façon très, très, très claire. Voilà, c'est une réforme de la justice bien plus ambitieuse que celle dont vous parliez il y a un instant, ce dont il parle. Soyez pédagogiques pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que ça on ne veut pourrait dire plus être magistrat du siège si on choisit le parquet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un magistrat du siège ? Le magistrat du siège, c'est celui qui juge. Voilà. C'est celui qui a condamné Patrick Balkany, c'est celui qui a condamné... Avec sa robe s'asseoir. Voilà, c'est celui qui est au milieu, à côté... Sur le siège, ouais. Allez-y, Valérie Salvini. Et ensuite, vous avez le magistrat du parquet qui est là pour représenter l'État, la force publique. Non, et poursuivre. La société. Non, pas l'État. Je retire ce que j'ai dit. Mais justement, vous voyez, le lapsus est intéressant parce que le soupçon, il ne se porte pas sur le juge du siège, celui qui juge. Il se porte sur le parquet. Et le parquet, c'est lui qui accuse. Celui qui accuse. C'est lui aussi qui va poursuivre. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu cette polémique sur Fillon. Et il faut absolument, et ça c'est genre la réforme impossible, il faut séparer. Il faut couper la branche entre les deux. Il faut trouver un moyen qu'il n'y ait plus de soupçons. Voilà. Alors, Georges Fenech, extrêmement... Par exemple, quand on a été parquetier antiterroriste et qu'on a poursuivi, est-ce qu'on pourrait se retrouver juge antiterroriste ? Est-ce que c'est pas impossible de faire les deux dans une même carrière ? Si vous permettez, expliquez-nous. 30 secondes. Les parquetiers et les juges du siège sont issus, il a raison, de la même école. Souvent, d'ailleurs, à l'école, on trouve son conjoint. C'est vrai que c'est une des professions les plus endogamiques. À l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Donc, vous avez quoi ? Vous avez un statut qui prévoit l'unicité du corps, c'est-à-dire qu'on peut être... Moi, j'ai été procureur, je suis devenu juge d'instruction, je suis redevenu procureur, et on change, et ainsi de suite. Et ça, c'est une mauvaise ou une bonne chose ? C'est une très mauvaise chose. On est les seuls à faire ça. Il n'y a pas d'autre démocratie. Où là-bas, partout dans les pays anglo-saxons, vous avez le parquet qui est d'abord à la même hauteur que la défense. Et tout en haut, vous avez votre honneur, le juge, parce qu'il est au-dessus. Tandis qu'en France, vous avez le procureur qui sort par la même pièce, qui rentre, même robe, son collègue, ils ont fait l'école ensemble, et ils sont assis à la même hauteur, et l'avocat est en bas. Donc il y a un déséquilibre, c'est ça que nous explique Éric. Il y a un déséquilibre, mais bien sûr que si, il y a un déséquilibre entre l'accusation et la défense. Il faut couper. Alors, la commission, je termine, la commission d'Outreau a prévu à l'époque, vous choisissez à la sortie de l'école le parquet ou le siège, et au bout de 5 ans, vous faites un choix définitif. Soit vous restez au parquet, soit passez au siège, mais il n'y a plus d'aller-retour. Et au moins, les choses sont claires. Je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors, Didier Paris. Je crois personnellement que c'est quand même faire injure aux magistrats, procureurs, aux juges du siège, sont des magistrats, dans une logique... Mais ce n'est pas du tout la même fonction. Dans une logique qui est... Oui, mais comment Georges Fenech le dit lui-même, j'ai fait de l'un et l'autre. Est-ce que pour autant vous avez poursuivre, est-ce que pour autant vous avez été moins indépendant dans une fonction plutôt que dans une autre ? Je ne le crois pas. Donc vous n'allez pas accompagner votre nouveau garde des Sceaux s'il veut faire ce ménage-là. C'est vous la majorité sur ce plateau. Pardonnez-moi. Vous le suivez ou pas ? Je très clair. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas entendu dire que c'était son projet. C'est ce qu'il dit sur LCI, très clairement. Attendez, il apparaît en tant que ministre. En tant que ministre, il apparaît, soyons précis quand même, en tant que ministre, il apparaît de l'indépendance du parquet. C'est une autre notion. Moi, ce que je sens poindre derrière, et mon collègue fait référence aux pays anglo-saxons, c'est que la séparation des corps, mais pourquoi pas ? Mais c'est une vraie réflexion de fond. Ça ouvre quoi ?
ça ouvre sur corps un du système ministère public, donc du ça parquet, ouvre les sur un procureurs d'un système côté, accusatoire, de l'autre, où nous les aurions juges. un système où finalement vous avez d'un côté le parquet, le procureur du roi au Canada, où vous prenez tous les modèles que vous voulez, d'un autre côté la défense à armes égales, et vous avez un juge qui reste extérieur et qui juge la qualité du débat. Et c'est un schéma juridique, culturel, social, tout à fait différent de celui qu'on connaît. C'est ce qu'a vécu l'Italie il y a quelques années. Au demeurant, l'Italie, maintenant, la durée moyenne des procédures, c'est 8 ans. Si vous permettez, c'est un débat. C'est un débat. Il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé, puisque vous y étiez. Sûrement, oui, sûrement, beaucoup. Est-ce qu'il n'a pas dit « je vais mettre à plat » l'ordonnance de 1958. Oui, bien sûr. C'est ça le plus important. Ça, il l'a dit. Il a dit l'ordonnance du 22 décembre 58, c'est le statut de la magistrature, c'est l'unicité. Mission impossible, vous avez une cette ville 18 mois. On va parler. Le vrai problème, ce problème de la séparation du siège et du parquet, c'est récurrent. Depuis que je suis journaliste judiciaire, c'est le marronnier, hein, on le ressort. Il faut le faire. Mais... Oui, mais c'est pas ça le problème. Regardez les affaires. Le vrai problème, c'est les instructions. Quelles instructions? Les instructions. Est-ce qu'il y a des instructions ou Bien sûr pas? que non, elles sont interdites. Les instructions politiques, non, elles sont interdites. Là, on parle des instructions politiques. Depuis 2013. J'ai fait 50 auditions. Pas une personne, pas une, vous m'entendez, a été en capacité de dire qu'il y avait des instructions on est bien d'accord. Ça n'existe plus. On est bien d'accord, monsieur. On est bien d'accord, mais je suis la première à dire, à ce moment-là, pourquoi Madame Houlette, quand elle dit qu'elle a eu des pressions, ça fait un ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Madame Houlette l'explique très précisément. J'ai réentendu Madame Chanrenaud, procureure générale de Paris. Nous avons une situation qui est très claire, c'est-à-dire que le pouvoir hiérarchique du procureur général de la Cour d'appel de Paris sur le procureur national financier est juridiquement établi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, pour des raisons qui serait trop longue à expliquer, Madame Houlette a mal ressenti cette pression, a mal ressenti psychologiquement cette pression. On est bien d'accord. C'est différent. Rapidement, parce que je voudrais qu'on avance. Juste 30 secondes pour qu'on comprenne bien mon propos. Je ne dis pas qu'il y a des instructions, je dis que le soupçon... C'est ce que vous disiez avant. Je dis le problème, c'est les instructions et le soupçon d'instruction. Qu'elle avait fait. C'est des pressions pour ouvrir une information judiciaire. Et le vrai problème, c'est ce soupçon qui fait... On a passé l'extrait l'autre jour. C'est ça qu'il faut couper le cordon ombilical. Bonsoir Richard Verly, s'il vous plaît. Elle dit qu'elle a eu des pressions pour ouvrir une info, elle ne l'a pas fait tout de suite. C'est mal exprimé. Et y compris les avocats de M. Fillon demandaient l'ouverture d'une information judiciaire. Au contraire, elle a résisté, c'est public, je ne trahis rien. Elle a résisté. On a fait une émission là-dessus déjà. De son indépendance. C'est dit. C'est assez cohérent. C'est dit. Je voudrais qu'on s'intéresse à nos voisins européens. Est-ce qu'il y a d'autres Éric Dupond-Moretti dans les gouvernements de nos voisins? C'est Richard Verly dans sa chronique qui nous parle de ses avocats en politique. C'est monnaie courante. Le mariage n'est pas toujours idéal. Il y a un précédent, Myriam, à un avocat en politique au sein du pouvoir exécutif. Alors on pense bien sûr au cas français de Robert Badinter qui fut ministre de la Justice sous François Mitterrand et parvint à l'abolition de la peine de mort. Mais il y en a un autre, un nom important aux États-Unis, c'est celui de Robert Kennedy qui fut ministre de la Justice sous la présidence de son frère. Il était avocat, il se lança ensuite dans la campagne présidentielle de 1968. Mais il finit assassiné le 6 juin 1968, 2 mois après le meurtre de Martin Luther King. Alors traditionnellement, les avocats en Europe, on les retrouve plutôt du côté du Parlement. C'est le cas au Bundestag où aujourd'hui, une centaine de députés allemands sur 700 sont des hommes de loi. C'est le cas aussi au Royaume-Uni où au XVIIe siècle, 90% des élus étaient des magistrats ou des avocats, des barristers, comme on dit de l'autre côté de la Manche. Aujourd'hui, ils ne forment plus que 15% de la Chambre des communes. Mais à vrai dire, lorsqu'il y a eu polémique sur le rôle politique des hommes de loi, c'est surtout lorsque les juges décident d'entrer au sein d'un gouvernement. On l'a vu en Italie avec le juge Antonio Di Pietro, le monsieur anticorruption des années 90, qui avait poursuivi notamment le président du Conseil socialiste italien, Bettino Craxi, et Silvio Berlusconi. Il fut ministre dans le gouvernement de Romano Prodi, mais très vite il se retrouva isolé,
attaqué, marginalisé, et il n'a pas su créer de mouvement populaire autour de lui. Un autre exemple en Espagne avec Baltasar Garzón, c'est le juge qui mena les poursuites contre le dictateur chilien Augusto Pinochet. Il s'en était pris avant aux terroristes et aussi au crime organisé. Eh bien, même chose, il participa au gouvernement sous Felipe González et il n'a pas réussi à entraîner derrière lui une fraction de l'opinion. On voit bien la difficulté. Entrer en politique pour un homme de loi, ça veut dire affronter un véritable défi, parvenir à incarner la justice et l'état de droit et en quelque sorte rester au-dessus de la politique. Merci beaucoup Richard Georges Fenech. On voit que le pari n'est pas forcément gagné quand on est homme de loi, homme de justice et qu'on bascule en politique, au gouvernement. On a connu des très très grands... En tout cas, un grand magistrat, vraiment, qui méritait notre respect, et qui a été un piètre garde des Sceaux, il faut le dire. Vous pensez à qui? Et à son âme, mais bon. Alors, autre question. Combien de temps Éric Dupond-Moretti va rester, selon vous, en poste au ministère de la Justice? Voilà. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Vous diriez combien de temps vous... Franchement, vous me le disiez en coulisses. Moi, j'attends la première confrontation Darmanin-Dupond-Moretti, franchement. Avec un grand plaisir. Là, je prends mon paquet de ministère de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Ouais. Parce que les deux ont une conception très forte de leur ministère. Et ça va, de toute façon, historiquement, l'Intérieur et la justice, ça clash. Alors, soit on se couche, entre guillemets, et on... Mais c'est le cas de ni l'un ni l'autre ne va se coucher, là. Voilà, et ça va être très Madame compliqué, Belloubet ça vous en convenez. Il a de... déjà dit, Éric Dupond-Moretti, qu'il allait en finir avec les enquêtes préliminaires interminables, enquêtes des policiers. Oui, on a vu, notamment dans l'affaire Sarkozy, qu'elle a duré plusieurs années. Oui. Toutes les surtout instructions... qu'on n'y a pas accès, que voilà, il n'y a pas de... La police-justice, avec un garde des Sceaux comme lui, ça peut marcher avec deux hommes forts, avec Darmanin notamment. Vous avez raison, ça clash toujours, mais ça a toujours été comme ça. Il y a toujours, parce qu'il y a la sécurité et puis il y a la liberté. C'est toujours le même débat. Dupond-Moretti lâchera rien sur les libertés, moi j'en suis sûr. Et Darmanin lâchera rien sur la sécurité, alors ça promet. Oui, enfin, je commence à relativement bien connaître Gérald Darmanin. C'est un homme d'État. Oui, je ne connais pas Éric Dupond-Moretti, mais je vais vivre rapidement à mon poste. Quelque chose me dit qu'il va faire pas mal de plateaux. Je suis persuadé qu'il aura lui aussi le comportement d'un homme d'État. À partir de là, les choses s'apaisent. Meilleur avocat peut-être aussi de les choses s'apaisent. Emmanuel Macron, non? C'est aussi pour ça qu'il est nommé. L'intérêt public primera sur tout autre intérêt secondaire. Intérêt public, intérêt de la justice. On peut lire déjà dans certains commentaires, dans certaines analyses, qui pourrait être aussi un rempart contre le Rassemblement national, avec cette personnalité qui, au fond, défend toutes les causes, les gilets jaunes. Il a sans doute été choisi, il faut le reconnaître, aussi pour son côté perception du public. Les sondages l'attestent, bonne perception. Les gens peuvent assez facilement se reconnaître dans une personnalité. Un peu anti-système aussi. Un peu aussi, il faut le reconnaître. Mais moi, je lui fais pleine confiance sur le fait qu'on ne s'arrêtera pas à cette vision éphémère des choses et qu'il y aura une vraie construction. Il l'a dit, il aura les parlementaires à ses côtés pour faire évoluer une justice qui, c'est vrai, est en souffrance. Les magistrats, les avocats, les personnels de justice sont en souffrance, en dépit des énormes efforts qui ont été réalisés par Nicole Belloubet, y compris la loi de mars 2019. Elle a fait un remarquable travail, mais c'est un travail de longue haleine. Travail de longue haleine, la justice a besoin de moyens. D'ailleurs, il était ce soir à Fresnes, premier déplacement aux côtés des personnels pénitentiaires. Il n'y avait pas de question au gouvernement aujourd'hui parce que ce nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres. Et bien, qu'à cela ne tienne, Thomas Després les a en quelque sorte remplacés, n'est-ce pas Thomas ? Oui, exactement, Myriam. D'habitude, le mardi après-midi à 15h, cette salle des 4 colonnes est pleine à craquer, remplie de journalistes, de députés. Cet après-midi, personne. Mais pourquoi ? Je vous raconte tout ça. En fait, si les ministres n'étaient pas présents cet après-midi à l'Assemblée pour la traditionnelle séance de questions hebdomadaires au gouvernement, c'est tout simplement parce qu'ils étaient à l'Élysée, autour du président de la République pour le premier conseil des ministres du gouvernement Castex 1. Les ministres étaient tout sourire autour de la table de ce premier conseil des ministres. Mais ici, certains députés de l'opposition à l'Assemblée y ont vu un mauvais signal. Moi, je regrette que le Parlement, ça soit un peu la dernière case que l'on coche quand on a rempli notre agenda. Je crois qu'on continue dans
la déconsidération du Parlement. Déjà, on va attendre une semaine avant qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire, parce que c'est bien gentil de faire un casting. Mais enfin, il faut d'abord nous dire quel est le scénario, quel est le menu, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et tout ça, on n'en sait rien. Et on va faire ça demain matin. C'est un peu cavalier de la part du gouvernement. Nous, on a demandé au président du groupe majoritaire La République En Marche, est-ce que les députés de l'opposition ont raison de se sentir bafoués? Est-ce que ce n'est pas un peu surjoué de reprendre ombrage parce que les questions au gouvernement sont déplacées d'un mardi 15h à un mercredi 11h. Je suis sûr que les Français ont envie de participer à cette polémique absolument essentielle pour leur vie quotidienne. Alors si le nouveau gouvernement avait été présent dans l'hémicycle cet après-midi, il aurait répondu dans ce micro à la trentaine de questions que leur auraient posées les députés. Mais d'ailleurs, que souhaitaient leur demander les députés pour cette première séance de questions au gouvernement? Avec Dominique Fauvel et Rahabika, ce matin, on est allé leur poser la question. Si les questions au gouvernement avaient eu lieu aujourd'hui, quelles questions vous auriez aimé poser au nouveau gouvernement? Un peu du tac au tac pour réagir au symbole qu'a voulu donner à sa visite dans un commissariat du 93 le nouveau Premier ministre. Je lui aurais peut-être demandé quelles mesures il compte prendre face à l'évidence des violences policières, mais aussi des exactions commises par certaines brigades sur ce sujet. Moi, j'aurais volontiers demandé quelle est la mission d'Éric Dupond-Moretti. Est-ce qu'il est là pour mettre en place les convictions qui sont les siennes et que je peux comprendre, la suppression de l'école de la magistrature, la séparation du parquet, des juges du parquet et du siège. Si c'est ça sa lettre de mission, il y a un grand chantier de réforme de la justice qui est en cours, on a le droit de le savoir. Une question à retenir, c'est Madame Pompili. Qu'est-ce que vous faites dans un gouvernement où Monsieur le maire, Monsieur Darmanin et d'autres élus sont pro-nucléaire et favorables à la relance économique alors que vous êtes contre le nucléaire et pour la décroissance durable? Alors pour suivre les réponses de ce nouveau gouvernement, rendez-vous demain matin en direct dès 11h sur LCP pour les questions au gouvernement. Et nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle journée à l'Assemblée. Georges Fenech, au fond, est-ce que c'est pas ça ce qu'on attend d'Éric Dupond-Moretti? Le spectacle, ces questions au gouvernement. Imaginez Jean-Luc Mélenchon qui pose une question au nouveau garde des Sceaux, qui lui-même était l'avocat des policiers dans le procès qu'il a opposé sur la perquisition de son siège. C'est ça qui fait tellement de mal à nos institutions, c'est le spectacle. Quand vous avez un spectacle... Mais vous les attendez, vous, ces affrontements? Vous allez à un spectacle politique, ça n'est pas au bénéfice de nos institutions. Mais moi, j'attends vraiment qu'Éric... Vous ne croyez pas qu'il a été choisi aussi un peu pour ça? Non, je pense qu'il a une personnalité et je pense qu'il saura tenir son rang de garde des Sceaux pendant au moins 2-3 mois. Non, je suis désolé que vous caricaturiez à ce point vraiment une institution. On s'inquiète, c'est une question que tout le monde se pose. On parle de la personnalité de. En fait, on se pose la question de savoir s'il est un peu comme le nouveau Nicolas Hulot de la chancellerie. De se plier aux toutes contraintes de la politique. L'hémicycle, c'est pas les plateaux de télévision, le ministère de la Justice non plus. Il est dans un rôle aujourd'hui, il va l'assumer complètement, j'en suis absolument convaincu. Eh bien, on vérifiera tout cela dans les jours et les 18 mois qui nous restent avant l'échéance présidentielle. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat. On va maintenant parler de la 5G. La nouvelle génération de téléphonie mobile suscite une véritable levée de boucliers depuis les municipales et même bien avant la vague verte. Les opposants semblent de plus en plus nombreux. Les actions de sabotage des antennes se multiplient. Alors est-ce que la 5G, c'est un problème? La mise au point d'Ahmed Tadir avant d'accueillir nos invités. Après la 4G, bienvenue à la 5G, la 5e génération de téléphonie mobile. Déjà présente dans une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine ou la Suisse, elle devrait arriver en France avant la fin de l'année. Mais au fait, qu'est-ce que la 5G va apporter ? Alors vous allez avoir une vitesse de connexion à Internet sur votre smartphone qui va être 10 fois plus rapide que la 4G. Mais aussi quand vous allez envoyer et recevoir des informations, il va y avoir 10 fois moins de latence. Et enfin, pour les utilisateurs, en fait, quand vous allez vous connecter, vous allez être très nombreux dans un lieu comme un stade de foot ou un concert, vous allez avoir beaucoup moins de phénomènes de congestion de réseau parce que le réseau va avoir 10 fois plus de capacité. 4 opérateurs se sont positionnés en France, Orange, SFR, Bouygues et Free. Il y a les opérateurs et il y a ceux qui les équipent. Le champion mondial, c'est le chinois Huawei, devant les Européens Nokia et Ericsson. Mais là, il y a un problème. Il est soupçonné uniquement parce qu'il est chinois. En fait, Huawei fournit du matériel aux opérateurs depuis plusieurs décennies en France. On n'a jamais constaté de problème. Mais par principe et dans le doute, dans le cas où un jour le gouvernement chinois pourrait utiliser Huawei pour espionner nos communications ou même les interrompre, la France a préféré prendre un décret
et elle impose maintenant aux opérateurs de demander une autorisation avant d'installer une antenne et bien entendu évidemment une antenne Huawei. Alors on sait comment ça va se profiler, il y a certaines antennes qui vont être interdites sur le territoire dans des lieux qui sont plutôt sensibles et pour les autres antennes Huawei, ça va être une durée limitée qui ne va pas être imposée à Nokia et Ericsson. Outre le souci de la souveraineté numérique, la 5G fait face à des levées de boucliers, notamment pour l'impact potentiel sur la santé et l'environnement. On sait qu'aujourd'hui, le numérique consomme 4% émet 4% des gaz à effet de serre. Il est prévu que ça double d'ici 5 ans pour que vous puissiez savoir combien vous avez de yaourts dans votre frigidaire. Je sais pas, moi, est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des films porno en HD? Mais grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Bon. Aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a prouvé que les ondes électromagnétiques sont dangereuses, à condition de respecter les limites de puissance recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et imposées par les États. Bonsoir Émile Meunier. Bonsoir. Vous êtes nouveau conseiller de Paris, Europe Écologie Les Verts. Vous venez d'être élu aux dernières municipales dans la capitale. Bienvenue à vous François Durper, chroniqueur dans cette émission. On parlera un peu plus tard avec vous de la guerre entre Trump et Pékin, justement au sujet de la 5G. Et puis Laurent Alexandre est en duplex avec nous. Bonsoir Monsieur Alexandre, vous êtes entrepreneur, cofondateur de Doctissimo. On verra avec vous pourquoi vous plébiscitez cette nouvelle technologie. Mais celui qui milite contre la 5G, c'est vous, Émile Meunier. Pour quelles raisons précisément? De nombreuses raisons. Des raisons sanitaires, déjà. Le principe de précaution. Les bouleversements vont être considérables. Ça va transformer la société du tout au tout. Et avant de s'engager dans cette voie, il serait quand même bon d'avoir des études un peu sérieuses. Alors justement, les études, il n'y a pas d'études qui viennent prouver de manière irréfutable que la 5G est mauvaise pour la santé. En fait, en venant là en vélo, je cherchais un parallèle pour essayer de faire comprendre aux gens ce que c'était que la 5G. Et la 3G, vous aviez une autoroute de voies. Puis à un moment, elle a été saturée parce que vous avez eu vos téléphones portables, vos ordinateurs, des sites de plus en plus lourds. Pour commander un billet de train, on se retrouve avec une masse considérable de numérique, de publicité, etc. Puis on s'est dit, on va construire 2 voies supplémentaires, la 4G. Voilà. Et puis quelques années après... Vous étiez déjà contre la 4G? Non, je fais le parallèle. Vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que ce n'est pas 2 voies supplémentaires qu'on ajoute là. Donc, vos 2 voies supplémentaires ont été remplies. Et là, maintenant, on nous dit on va faire voler des avions au-dessus de l'autoroute. Voilà. Des couloirs d'avions. Et on va passer non pas d'un changement de degré et d'échelle, mais d'un changement de nature. C'est toute la société qui va être impactée. Et quand mais là, c'est très imagé et ça fait peur, ce que vous dites. Mais vous le fondez sur quelles données scientifiques? Parce que on entend votre collègue élu Éric Piolle à Grenoble... être un peu caricatural quand même, en disant la 5G, c'est pour garder du porno en HD dans un ascenseur. C'est au niveau, ça, franchement? Au moins, l'image marque et on a le débat. Et ça, c'était important. Et lorsqu'on écoute Éric Piolle et le travail formidable qu'il fait à Grenoble pour ses habitants et ses habitantes, ça mérite qu'on s'y intéresse et il a des belles choses à dire sur le sujet. Vous, à Paris, alors comment ça se passe? Parce qu'Éric Piolle a dit qu'on ne l'avait pas mis au courant pour l'installation des antennes et le passage à la 5G. Qu'est-ce qui se passe dans la capitale? Ce qui se passe, c'est qu'on va installer des antennes sans consulter les habitants, sans qu'on ait eu le moindre débat au Parlement. Encore une fois, c'est un changement de nature. On ne va pas multiplier par 2 la vitesse, on va la multiplier par 10 dans un premier temps, puis par 100 la vitesse. C'est tout notre mode de vie qui va être fait. Tous vos objets, là, votre bracelet, votre papier toilette pour caricaturer, sera connecté. Ça va être une masse considérable d'ondes électromagnétiques. Et donc, on va rentrer dans un nouveau monde. Avant de rentrer dans ce monde-là, la moindre des choses, c'est qu'on prenne le temps de s'asseoir et de faire les études qu'il faut. Donc, si je comprends bien, vous demandez un moratoire. Moratoire. Vous ne demandez évidemment. Pas l'arrêt du passage à la 5G. Non, mais pour l'instant, on arrête tout. Moratoire. On regarde les études et on fait le nombre d'études qu'il faut. Et pour moi, c'est un débat suffisamment important pour que ce soit du niveau, par exemple, d'une présidentielle, et où que les Français et les Françaises puissent se prononcer sur un mode de vie et un mode de société qui va être le leur. Laurent Alexandre, qu'est-ce que vous répondez à Émile Meunier, l'écologiste, qui demande au fond qu'on discute collectivement du sujet avant la présidentielle? Cette peur technologique, on a connu la même chose quand le chemin de fer est arrivé. En tant que médecin, j'ai avec amusement regardé ce que les gens racontaient en 1840
au sujet des conséquences dramatiques du chemin de fer. Alors ça allait tuer les vaches, ça allait faire avorter les femmes, on allait devenir sourd, on allait avoir des grandes maladies, notamment dans les tunnels, et là, c'est quand on allait dépasser 30 km/h. Alors, si on avait expliqué aux gens de cette époque-là qu'aujourd'hui, on irait à 320 km/h de Paris à Strasbourg, ils auraient été effectivement paniqués. Donc, les peurs technologiques comme celles qu'exprime votre invité, il faut les respecter. Elles ont existé de tout temps. Mais les dangers sur la santé, monsieur Alexandre, vous êtes certain que c'est inoffensif? Écoutez, il n'y a aucune étude au monde qui ait montré que les réseaux de communication soient mauvais pour la santé. Et en tant que médecin spécialisé dans le domaine de la cancérologie urologique, j'ai consacré pas mal d'années de ma vie. Si j'avais le moindre doute sur un risque cancérologique de la 5G, je militerais sur le champ pour qu'on interdise la 5G. Vous imaginez bien que je ne tolérerais pas une seconde que mes enfants, ma famille, les citoyens soient menacés par cette technologie. Alors justement, donc, non, Laurent Alexandre, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je vous relance avec cette question. Vous, le médecin, en quoi la 5G est un progrès pour la médecine, pour la chirurgie de demain? Alors d'abord, on n'a pas le choix, parce que si nous continuons à décliner technologiquement et scientifiquement en Europe et en particulier en France, on va devenir une colonie technologique. Nous nous sommes effondrés en haute technologie en Europe. Nous avons perdu beaucoup de batailles dans l'univers des télécoms. Si nous faisons un moratoire sur la 5G, nous allons perdre énormément en termes de croissance. Et qui va payer? Ce sont les gens modestes, ce sont les gilets jaunes dont le pouvoir d'achat va s'effondrer dans les années qui viennent. Alors ça, c'est l'économiste qui parle. Sur la médecine en particulier, monsieur Alexandre. Oui, mais si la France est demain un pays développé, les gilets jaunes, on n'a pas fini de les voir descendre dans la rue, parce que ce ne sont pas les bobos verts qui vont souffrir si on a un effondrement de l'économie. Ce sont les pauvres gens, ce sont les gens modestes. Ce sont eux qui ont besoin que nous ayons une économie haut de gamme, technologiquement avancée, parce que si on a une technologie bas de gamme, si on perd la guerre technologique face à l'Asie et face aux États-Unis, on aura un effondrement du niveau de vie. Vous me parlez compétitivité, vous me parlez de la technologie, la médecine. Pour parler de la médecine, je ne comprends pas qu'on puisse être contre la 5G. Ça va permettre de développer beaucoup d'applications de télémédecine, de téléchirurgie. Ça va permettre aux médecins de faire des diagnostics de haute qualité à distance grâce à la caméra du smartphone. Il y a un univers entier en matière de soins aux personnes âgées, de monitoring des personnes âgées, de monitoring des malades. Il y a un univers extraordinaire dans mon domaine qui est le domaine de la santé. Et là, je ne parle même pas d'économie. Donc, être contre la 5G aujourd'hui, c'est aussi archaïque que d'être contre le train en 1830. Et il y avait beaucoup de gens comme votre invité en 1830. Je respecte ce discours et je pense qu'il faut rassurer les gens qui sont contre la 5G et qui ont peur de la technologie. C'est une phobie comme une autre, ça s'appelle la technophobie. Mais si la France tout entière suit ce discours technophobique, une chose est certaine, nos enfants vont mal bouffer, nos enfants seront moins bien soignés, leur niveau de vie va baisser, et la France et l'Europe seront demain une colonie technologique des pays avancés comme place au dialogue. Et la Corée du Sud. Vous restez avec nous, Laurent Alexandre. Vous êtes technophobique, vous êtes archaïque. Émile Meunier, écoutez Laurent Alexandre, qu'est-ce que vous lui répondrez? Anti-progrès technologique. Alors, je ne suis pas technophobique. 2, j'ai l'impression que M. Alexandre est techno-gaga. Parce que s'il pense que la technologie va régler tous les problèmes du monde, c'est le discours que les technophiles tiennent depuis des siècles, et il nous a amené en partie dans l'impasse écologique. Sur la médecine, par exemple, là, c'est très concret, les opérations chirurgicales. Les opérations chirurgicales, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je suis, et l'ensemble des écologistes, on n'est pas contre la croissance. On est contre la croissance sélective. Il y a des belles choses dans la technologie. Il y a des belles choses, les progrès de la science, les progressions de la médecine, c'est des bonnes choses. Mais faire des SUV, c'est pas forcément souhaitable. Vous voyez, c'est pas. Mais là, ça n'a rien à voir. Non, parce que c'est un rapport. Vous imaginez bien que pour des malades de cancer, par exemple, mais pour les malades, si cette technologie est un progrès. Mais ce que je veux vous dire, c'est que exactement, aller d'un point A à un point B, c'est ça le progrès. Mais la question, c'est quel point B on veut.
quel mode de société on veut. Est-ce qu'on veut une société où on peut vivre et s'épanouir sans détruire la planète, et d'ailleurs sans détruire aussi les relations humaines, parce que je ne pense pas non plus que tout fonctionne bien avec les inégalités aujourd'hui. Et dans ce cas-là, oui, une fois qu'on a défini le projet de société politiquement, on s'intéresse à comment on y va. Et la technologie peut nous y amener. Et pour les progrès médicaux, mais évidemment qu'on va faire des technologies. Mais ce que dit Monsieur Alexandre, c'est pas ça. Il dit allons-y à fond dans la technologie. Il dit aussi que pour des questions de compétitivité et pour des questions sociales, il parlait des gilets jaunes, priver la France de cette technologie nous déclasserait et aurait des conséquences sur le pouvoir d'achat, sur la vie quotidienne des Français. Mais ça, si vous voulez que je sache, on vit dans un monde très technologique, ça n'a pas réduit les inégalités. La technologie ne réduit pas les inégalités. Ce qui va réduire les inégalités, c'est un projet politique. C'est la redistribution, c'est le partage, c'est une forme de sobriété. C'est aussi... Le numérique a quand même permis un certain nombre de choses pendant le confinement. Attendez, je suis pas en train de vous dire que le numérique, et c'est le diable. Je vous dis que de passer à x100 en vitesse de numérique, pour des raisons écologiques d'ailleurs, on parle du CO2, on parle aussi de tous les appareils qui vont être obsolètes. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. On prévoit déjà, donc là, dans les années qui viennent, de jeter vos 34 millions de smartphones parce qu'ils ne serviront plus à rien. Alors, il y a un sujet pour la planète. Comment on peut être pour la technologie, mais comment on peut être pour ce saccage pour la planète? Là, je vous avoue, je décroche. Alors, restez avec nous parce qu'il y a un autre sujet concernant cette 5G, c'est cette guerre technologique, presque une guerre d'espionnage, on pourrait dire, qui est en train de se jouer entre les États-Unis et la Chine. François Durper, expliquez-nous cette guerre entre Trump et Xi Jinping. Voilà, en fait, c'est pas un autre sujet, c'est le sujet pour faire la transition. On pourrait dire qu'effectivement, Émile Meunier dit ce qui serait souhaitable. Ce qui serait souhaitable quand il y a une nouvelle technologie aussi importante que celle-là, c'est de prendre son temps pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on la maîtrise. Et puis Laurent Alexandre dit voilà ce qui est en train de se passer. Et en particulier, qu'est-ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Chine? C'est le sort de la première puissance mondiale. C'est-à-dire que les États-Unis se disent aujourd'hui, la Chine, si la Chine est leader sur la 5G, c'est elle qui déterminera quelle sera l'économie de demain. Puisque la 4G, c'était avec ces nouvelles voies, comme vous le dites, c'était un certain nombre de... c'était Netflix, c'était l'économie d'aujourd'hui, Airbnb, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous imaginez les voitures autonomes demain. Donc Trump, il dit deux choses. Il dit effectivement, j'interdis à mes entreprises d'utiliser cette technologie chinoise parce que c'est un enjeu nationaliste. J'ai fait mon slogan sur Make America Great Again. Il faut absolument pas que les Chinois dominent dans ce domaine. Et puis il y a effectivement cet enjeu d'espionnage, c'est-à-dire celui qui maîtrise la 5G, il maîtrise toutes les données du monde, la circulation de toutes les informations du monde. Donc c'est même pas c'est de l'espionnage, si vous voulez, à l'échelle de la planète, et qui maîtrise le savoir, maîtrise le pouvoir. Donc c'est en quelque sorte, si vous voulez, le sort en fait des années qui viennent qui se détermine à travers ce qui est même au-delà d'une technologie, ce qui en fait est le monde de demain. Alors dans ce monde de demain, Laurent Alexandre, où est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter d'un potentiel espionnage chinois à travers la 5G? Alors l'espionnage chinois via les antennes Huawei, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. En revanche, qu'il y ait une guerre technologique sur la 5G, sur le numérique, sur l'ordinateur quantique et l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis, c'est évident. Ce qui se joue en ce moment, c'est qui sera la première puissance mondiale. Votre invité l'a parfaitement expliqué à l'instant. Et si l'Europe sort de cette bataille technologique et refuse cette bataille technologique, elle va être comme les pays qui n'ont pas voulu le train en 1880. Ils sont devenus les pays sous-développés du XXe siècle. Donc si l'Europe loupe le coche, excusez-moi de le dire à votre invité écologiste, mais l'Europe, ce sera le Zimbabwe de 2100. Nous serons un continent totalement sous-développé. Par ailleurs, on a parlé tout à l'heure d'empreinte écologique. On oublie de dire que dans un pays comme la France, où la quasi-totalité de l'électricité est décarbonée grâce au nucléaire, les écologistes n'ayant pas encore réussi à faire fermer toutes les centrales nucléaires, ils n'ont fait fermer que Fessenheim pour l'instant, l'empreinte CO2 de la 5G est extrêmement faible, puisqu'en France, l'électricité produit 8,6 fois moins de CO2 qu'en Allemagne, grâce au nucléaire. Donc il n'y a pas de problème écologique avec la 5G dans les pays nucléarisés
comme la France. Et il y a une nécessité de se battre dans cette grande bataille technologique du XXIe siècle pour éviter que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans un pays sous-développé à la fin du siècle. On a bien compris le message. Merci beaucoup, Laurent Alexandre. Vous aurez le mot de la fin. Vous avez une petite minute à peine. À peine, 30 secondes pour conclure. Qui veut la 5G? En vérité, je vais vous dire, c'est les GAFAM et les constructeurs automobiles. Pourquoi? Pour numériser encore plus votre vie, avoir le plus d'écran, de temps d'attention derrière l'écran. Et vous savez, à la Silicon Valley, les amis de Monsieur Alexandre, leurs enfants, ils les mettent dans des écoles sans Internet et sans écran. Il faut aussi se poser la question pourquoi. Eh ben on s'arrête là. De toute façon, on n'y est pas encore, même si le gouvernement a donné les licences à la 5G. Contre la Convention citoyenne, d'ailleurs, avec des conditions, et notamment des conditions de temps. Merci beaucoup d'être passé ce soir sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain. Très belle soirée.